Bonjour les roulistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, à mesure que je jouais, mes mondes de jeu se développaient avec plus de détails, de logique. Euh, je suis pas juste un gars qui aime les statistiques, les créatures, disons, comment est-ce que tout marche dans l'écologie. J'aime ça quand tout se tient parce que tout a une influence sur le restant. Euh, la politique et puis l'environnement, les conditions naturelles, comme les conditions atmosphériques, par exemple, si tu as un groupe de druides qui est favorable à la nation parce qu'ils approuvent la manière qu'ils se comportent, ils vont plus aider sa température que si le Seigneur a ordonné que la forêt devait être rasée, par exemple. Ça, la dernière chose que tu voudrais vraiment voir, c'est une guerre avec une gang de druides, surtout s'il y en a des hauts niveaux qui contrôlent la température. Euh, Pouvez-vous vous imaginer là, un été complet où il n'y aura pas de récolte parce qu'il pleut tout le temps? Mais tout le temps. Pas juste comme nous autres, il pleut tout le temps, puis c'est comme 2 fois par semaine, toutes les semaines. Non, non. 24 heures sur 24 pendant 4 mois de pluie. Il n'y a rien qui pousse, puis tout va être dans la boîte. Moi, je pense qu'à un moment donné, les paysans allaient voir le Seigneur et disaient ouais, fais donc avec les druides. Un, tu les trouveras pas. Deux, même si tu les trouvais, ton armée pourrait pas se battre contre parce que il y a de la poudre partout. Puis, trois, ben, ça continue de même. Il va falloir que tu achètes la nourriture à l'extérieur parce que nous autres, on peut plus en faire pousser. Oui. Ça, c'est juste comme un gars qui a décidé, j'ai besoin de bois pour faire ma flotte de navires, par exemple. T'es mieux de demander aux druides qu'est-ce que tu coupes parce que sinon, c'est un monde fantastique va avoir des conséquences des fois qu'on pense pas. Là. Puis, mais, je peux dire ça. Mes intérêts scientifiques réels me poussent à penser aux conséquences sur l'écologie de créatures. De penser à comment est-ce que les montagnes se forment. J'en ai fait des cartes en masse, j'adore sur la cartographie. Mais quand moi je sais que par exemple l'Inde c'est un sous-continent qui s'est joint à l'Asie, c'est ça qui a formé l'Himalaya. C'est incroyable les forces qui sont impliquées là-dedans, mais ça a eu des conséquences sur tout le pays. C'est pas pour rien que c'est une des premières régions au monde qui a eu une civilisation, puis des plus anciennes. C'était très fertile à cause de la manière que c'était créé. Il y a toute une zone de l'Inde que c'est un bras de mer avec tous les sédiments qui peuvent s'y déposer, qui a été relevé quand les deux masses se sont rencontrées. L'eau a été expulsée, puis la terre a monté. Fait que grosse zone de terre fertile. L'Amazone est un autre exemple. L'Amazone coulait dans l'autre sens. Comment est-ce qu'une rivière peut changer de côté, là? Comme l'Amazone? C'est parce qu'avant, l'Amérique du Sud et l'Afrique, ça se tenait ensemble. Moi, c'est toutes des conséquences incroyables, tu sais. Mais ça crée aussi l'environnement pour des créatures. C'est toutes des affaires que j'ai étudiées en, une de mes plus vieilles passions, plus vieux que Donjon Dragon puis le jeu de rôle, c'était les dinosaures puis les animaux préhistoriques. C'était quoi, comment ils sont évolués, tout ce que ça vient. Ils font pas juste expliquer comment est-ce que un animal est devenu un autre. Ils expliquent dans quelles conditions il vivait. Puis la Pangée, le continent unique qui s'est séparé, c'est incroyable. Là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a créé comme condition, puis ainsi de suite. C'est un des trucs
que j'ai utilisé pour faire une carte, c'était de prendre une feuille blanche, la froisser, la déplier, puis marquer les lignes qui étaient une bosse, puis celle qui était un creux par rapport à mon plan ouvert, pour après ça découper. Les bosses se séparent, puis les creux s'écrasent un l'autre. C'est qu'il y a des continents qui sont formés comme ça. Il y a des océans qui sont formés comme ça. Puis, ça m'a donné un continent avec des montagnes logiques, des zones fertiles logiques, les rivières. J'ai appris depuis lors que, ça je l'ai partagé avec François, il n'y a aucun désert à l'équateur. C'est, donc, ben, ça devrait être la place la plus chaude de sa planète. Pourquoi il n'y a pas de désert? C'est parce que l'air circule sur toute la périphérie de la planète. Continuellement. Par contre, au-dessus et en dessous, ça fait des ondes de tourbillon. C'est là que tu vas avoir tes déserts. Puis là, tu vas avoir une autre bande qui tombe. Puis là en haut, ça va être un autre tourbillon. Puis c'est là aussi que tu vas avoir des déserts. C'est pour ça qu'il y a un désert en Mongolie. Le désert de Gobi, dans le nord, c'est à cause de ça. Les Badlands au Canada, c'est un autre désert. C'est provoqué, entre autres, par ce point mort au milieu du tourbillon. C'est assez incroyable, mais quand tu fais ça, c'est comme oh. Ben là, je vais vous donner le truc. Si vous faites une carte d'un continent, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous mettez vos déserts. Parce que, ouais, par exemple, le monde de Mystara, le monde de Basic, il y a des endroits, c'est inexpliqué, comme il y a un gros désert qui est leur section, je pourrais dire, Moyen-Orient, milieu de nuit. Puis juste au-dessus, le pays au-dessus, là, c'est les Vikings, c'est les Norse. Comment tu fais pour. Ben, c'est pas un désert aussi chaud que le Sahara, c'est plus un désert nordique. Et non. C'est un désert où il faut que tu t'habilles parce qu'il fait froid. Le désert, c'est pas la chaleur, c'est l'humidité qui compte. Comme pour ma gorge. Ouais. Un des déserts les plus secs à la planète Terre, il est dans l'Antarctique. Ça, c'est tout ce que tu apprends quand tu fais de la science. J'ai développé un bon monde avec des zones plus spécifiques. Et, bien sûr, la zone où les joueurs est installé. Mais ça n'a pas été mon premier monde de campagne. Puis absolument, j'essaie de voir si les joueurs vont participer. Parce que j'ai eu une expérience assez particulière. J'ai des joueurs qui ont lâché une campagne parce que ça ne les tentait plus. C'est juste de même. J'ai commencé, il a fait comme non. Ils ont commencent le premier niveau, ils font leur personnage, ils commencent à explorer le coin, ils défendent leur petit village. J'aime les faire commencer dans un petit village s'ils veulent aller en ville, où il y a plus de disponibilité, puis plus de matériel sophistiqué, disons. Là. Je trouve ça un petit peu rough. Il n'y a pas des jeux vidéo fantastiques qui commencent comme ça d'ailleurs à cette heure. Mais, ceux qui défendent contre un monstre aléatoire ou une meute de loups trop agressifs, ils se battent contre un nécromancien débutant qui est un voleur de tombes.
Il est en train de se faire une armée de squelettes parce qu'il a pris le sort. Des affaires bien basiques. Puis là, c'est le temps qu'ils s'en prennent à des humanoïdes un peu plus sérieux. Comme je vous ai dit, un des mondes qui me fascinait pour ce qui est de donjon, c'est le Spelljammer et les possibilités que ça apporte. Ayant créé mon monde spécifique, j'avais décidé que les armes à feu pourraient marcher, mais il n'y en a pas encore. La magie est trop avantageuse. Pourquoi développer une arme qui est. Ils ont développé à poudre, mais c'est pour faire des feux d'artifice plus que d'autres choses parce que c'est trop instable. Puis encore là, si t'es capable de payer un magicien pour faire des illusions dans le ciel, c'est encore plus beau. Donc, les Spelljammer sont arrivés. En fait, un vaisseau. Grande bombarde. Avec un GIF. 8 pieds d'eau, 500 livres, arsenal d'armes d'ast, arquebuse. C'est le gros type des GIFs. Le vaisseau, c'est une grande bombarde. Qui est aux 2 tiers, c'est un canon. Mais les GIFs sont à 40% résistants à la magie. Ils ne peuvent pas activer Spelljammer. Ils ont besoin d'autres races. Puis l'équipage était donc mix avec des hommes lézards. Les hommes lézards de Spelljammer sont plus intelligents à cause qu'ils ont découvert que si, pendant qu'ils étaient encore des œufs, ils se développaient plus proches d'un soleil, ils venaient plus intelligents. Et ils ont fait des vaisseaux Spelljammer couverts de plantes pour perpétuer continuellement l'air. Et, à part quelques gardes et des personnes pour s'occuper des œufs, ils sont le plus proches possible des soleils pour que les œufs se développent. Pour faire des hommes lézards plus intelligents. Les GIFs n'ont pas connu les hommes lézards sauvages et agressifs que vous pouvez rencontrer dans un monde normal de donjon. Ceux de Spelljammer sont civilisés. Là. Fait que. Ils sont plus loyal neutres que. Je pense que c'est loyal mauvais. Là. Bon. Fait que. Ils s'écrasent. Mais. Un homme lézard, c'est moins tough qu'un GIF. Puis un vaisseau qui s'écrase en collision avec une montagne, même là, la plupart des GIFs meurent, sauf le capitaine, qui est plus haut niveau. Les villageois voient l'étoile filante s'écraser très proche dans les montagnes. Ils savent aussi que ça arrive quand il y a des météorites, qu'il y a du fer de météorites qui est plus efficace. Puis, l'affaire, c'est que la montagne est occupée par des kobolds. Le prêtre du village fait un augure qui lui dit très cryptement ce qui avait de valeur a été amené sous terre. Soit que ça a enfoncé dans le sol, soit qu'il y a quelqu'un qui l'a amené sous terre. Et comme les augures peuvent être aussi vagues ou précis qu'on veut. Et que le groupe décide d'aller essayer de retrouver le minerai. Puis ils rentrent dans le territoire des kobolds. Les kobolds font des pièges partout. La progression est très difficile. Ils réussissent à trouver une entrée. Puis à se battre dans des tunnels de kobolds. Puis ça, c'est une leçon de mon grand frère. Pourquoi faire un tunnel de 6 pieds de haut quand t'en mesures juste 3? Là, bien sûr, plus le tunnel est large, plus il faut que tu le fasses un arche haut. Mais il n'y a pas besoin d'être bien large pour faire passer un kobold. Puis c'est là qu'ils ont lâché la campagne. En fait, ils ont lâché la première fois. Ils ont
fait demi-tour à 2 salles de trouver le survivant. Le GIF. GIF qui, lui, pense que les kobolds sont des petits hommes lézards. Puis après tout, ils ont guéri, ils ont de la magie. S'ils peuvent réparer le vaisseau qu'ils ont amené sous terre, ça les a intrigués, là. Ils ont bien vu que c'était un bateau, même avec les restes. Puis c'est quoi le gros tube en métal? Ça sert à quoi? Puis les grosses boules qu'il y avait avec, les munitions qui fitaient dans le tuyau. Mais ça, ils savent pas, c'est des munitions. Ça n'a aucune logique, cette affaire-là. Ils veulent que le GIF explique. C'est pour ça qu'ils ont gardé la vie. Ben lui, il pense qu'ils sont honnêtement comme des petits hommes lézards, loyaux, neutres. Comme lui. Et c'est pas qu'ils sont loyaux mauvais, là. Ils sont organisés, c'est propre. Ils sont gentils avec lui. Quoique méfiant. Il est quand même gros, là. Il est quasiment 3 fois plus grand qu'eux autres. Mais ça, ils ont récupéré ses armes d'as, puis ils ont apporté des manches pour les remplacer, ceux qui étaient cassés, pour que lui le fasse lui-même. T'sais. Ils ont donné accès à une forge pour faire ça. Oui, ils sont gentils. OK, il ne peut pas aller partout dans leur réseau, c'est clairement fait pour la grandeur. Mais les grandes salles, il y a accès, comme où ce qu'a emmené le vaisseau. C'est que lui, dans sa tête, ils vont réparer. Il faut réparer sa collection. Il va pouvoir partir avec eux autres. Puis s'engager un nouvel équipage. Puis là, ils sont intéressés par lui. Ils écoutent ses histoires. Puis il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a une passion. Je pense que vous le savez avec moi. Okay? C'est qu'il il a parlé, parce qu'un GIF peut faire ça, avec toute sa collection d'armes d'ast. En détail, l'origine de l'arme, pas juste son origine historique, mais qu'est-ce que celle-là a servi au combat, contre quoi, puis ainsi de suite. Puis là, il est arrivé à l'arquebuse. Parce que tout un GIF est considéré comme adulte quand il survit à l'explosion de l'arquebuse. Il adore la poudre, c'est leur vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il explique. Il dit, il dit, ouais, mais j'ai pas tant de poudre que ça. Je peux en faire. Tu peux en faire? Montre-nous comment. On va t'apporter ce qu'il te faut. C'est ça qui donne la recette. Mais dis pas les proportions du mélange. Il y a un petit doute qui s'installe quand même. Sauf que, il se dit, ouais, peut-être qu'il pourrait réparer le vaisseau, partir sans moi. Je vais garder une petite affaire pour regarder l'intérêt. Le groupe était à 2 salles de trouver le GIF. Là, il avait vu qu'il y avait des humains, puis d'autres races. Puis ils disent, non, les kobolds sont mauvais, là. Il a détruit la réserve de poudre qu'il avait déjà faite. Détruit les premières arquebuses qu'il avait faites pour leur grandeur. C'était mignon, c'est comme des petits pistolets pour lui. Puis ça s'est enfui avec le groupe. Il était à 2 salles de se rendre. Il a fait demi-tour. C'est que lui a continué. Quelques semaines plus tard, le groupe s'est battu contre d'autres monstres. Des créatures qui arrivent de la montagne. Mais absolument des animaux solitaires, mais dangereux. Mais de plus en plus dangereux. Comme si quelque chose les avait chassés de la montagne. C'est une chaîne de montagne, là, c'est qu'il y a plus que. C'est là qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est des gobelins. Clairement en fuite. Puis là, il raconte, il interroge un survivant, mais c'est pas trop, là. Qui les a fait fuir de leur montagne? C'est les kobolds. Les kobolds les ont envahis puis les ont sacrés à voler. Mais tu sais, gobelins, kobolds, c'est à peu près la même grosseur. Il y a des questions de nombre des fois qui fait que tu peux gagner d'un bord ou de l'autre. Puis ils sont juste dit, ben, les kobolds ont gagné ce coup-là, tu sais. C'est juste que ces gobelins-là étaient épais, ils se sont réfugiés du côté des humains. Le groupe d'aventuriers était là pour protéger le village. Quand même, quand c'est les orques qui arrivent avec les mêmes histoires, ils commencent à fortifier un petit peu le village.
c'est encore les kobolds qui les ont massacrés. Les kobolds ont massacré les orques. Puis là, quand c'est les hobgoblins qui arrivent, fait que les mêmes histoires, que c'est encore les kobolds, avec qui est frappé avec le tonnerre dans les tunnels. Ils n'ont pas cliqué. Je vous rappelle qu'ils sont juste à côté de la caverne des kobolds, puis ils savent comment trouver les entrées. Pendant ce temps-là, les kobolds font de plus en plus d'armes à feu et d'explosifs. Et réparent tranquillement le vaisseau du GIF. Il y a quelque chose à propos des... J'ai pas juste étudié la géographie et les animaux préhistoriques, j'ai étudié aussi l'histoire. Puis l'histoire m'apprend que plus la population grossit, plus elle doit s'organiser. Puis éventuellement, tu as ce qu'on appelle une phase pré-industrielle, où tu regroupes tes artisans dans un même secteur, ou même la même salle, pour faire le même genre d'affaires. Le plus standard possible. Mes kobolds se sont développés des armures particulières, des types de combattants. Ouais, les meilleures armures étaient bien sûr pour les chefs. Ils se sont développés de l'armement, puis de l'armure. L'armure était standard, faite pour fitter n'importe quelle grandeur. Les petites variantes qu'il y a dans 3 pieds, c'est quelques fractions de pouces pour chaque membre, c'est pas trop pire. Mais différentes armes à feu aussi. Faites pour le combat de tunnel. La petite bombarde, c'est pour défoncer les portes. Le multiple canon pour faire des mitrailles contre les masses assemblées. Le bouclier avec les pics puis le fusil, c'est littéralement pour progresser dans les tunnels. Avec ça, moi j'aime particulièrement mon albarde de 4 pieds avec les pics pour éviter que l'ennemi pogne le manche. Oui. C'est quand ils s'en sont pris au plus gros, au gobelot, il aurait dû commencer à cliquer quelque quoi qui allait mal. Parce que pour la première fois, il y avait des blessés qui ont fui les batailles. Pas juste des morts, puis du monde qui s'est enfui quand ils ont vu qu'ils perdaient. Parce que les autres, quand ils se faisaient pogner par des armes à feu, ils en mouraient. Ils n'étaient pas en état de fuir, en tout cas. Mais le gobelot était pas mal plus tough, il était capable d'encaisser une balle. Puis là, ils ont vu pour la première fois que c'était pas des flèches ou des carreaux d'arbalète qu'ils utilisaient, mais des petites balles en métal. Ils ont lâché la campagne. Ils ont lâché la campagne là. Là-dessus, tout s'arrête. Mais ça veut pas dire que ça s'arrête. C'est que la suite dans une autre vidéo.